Bonjour Romain. Bonjour Victor. Pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux donc tout simplement te présenter? Donc je m'appelle Romain Carrière, j'ai 34 ans, je suis instructeur en self-défense, on va vulgariser comme ça, mais je développerai ensuite, pas forcément la meilleure appellation. Je suis vice-champion du monde de taekwondo, j'ai été 4 fois champion de France, j'ai été militaire, donc dans l'armée française, j'ai été sous-officier chez les parachutistes à Carcassonne, et donc depuis 10 ans maintenant, voilà, mon métier c'est de former, de préparer le maximum de Français possible à parer à toute éventualité, à toute mauvaise rencontre, voilà, à éviter les conséquences dramatiques d'une agression. Et donc, ça se matérialise comment précisément? Par une académie, par des stages, des cours à domicile, voilà. De quelle manière précise tu apprends donc à ces gens-là donc à pouvoir se défendre si jamais ils se font agresser par exemple? Ouais. Donc moi, je viens du taekwondo, et donc dans mon parcours, je vais vraiment distinguer les arts martiaux, les sports de combat, et vraiment le fait de vouloir apprendre à se défendre et en tout cas avoir un bon niveau de sécurité personnelle pour éviter les problèmes. Donc moi, je suis instructeur face défense, un concept américain qui veut dire donc entraînement sous l'effet de la peur, du stress et de l'adrénaline, qui a été créé dans les années 70 après qu'une ceinture de karaté soit agressée et violée en Californie. Voilà, donc c'est un concept très particulier qui fait appel à la physiologie de la peur. On se concentre vraiment sur les émotions. Je suis aussi instructeur en urban combative, un concept anglais donc développé par Lee Morrison, où là aussi, voilà, on est vraiment centré sur la dimension émotionnelle, mentale et psychologique, qui est une part prépondérante du coup de l'agression, du phénomène de violence entre êtres humains. Voilà, c'est un problème émotionnel et viscéral, donc y apporter une solution logique et mentale, comme le font les arts martiaux et les sports de combat, c'est pas adapté. C'est aussi bien forger le physique, mais aussi le mental, en se préparant à des situations de stress, etc. Mais souvent, d'ailleurs, la critique qui est faite à ce secteur justement du self-défense, c'est de dire qu'au final, c'est souvent des démonstrations, c'est souvent voilà, de la chorégraphie, on va dans une salle, on connaît nos partenaires, et que donc, on est quand même dans une situation où est-ce qu'on se prépare vraiment au stress d'une vraie agression en étant avec des gens qu'on connaît, dans une salle, à 19h, voilà, en banlieue parisienne, après avoir fait sa journée de travail? Okay. Est-ce qu'on se prépare vraiment? La question est très pertinente. De toute façon, l'entraînement reste l'entraînement. Voilà. Il faut être clair avec ça. Ensuite, il y a différentes façons de s'entraîner. C'est sûr que s'entraîner au calme avec un partenaire qu'on connaît, en train de rigoler sans porter les coups, la dimension émotionnelle, le stress n'est pas là, la peur n'est pas là. Voilà. Donc justement, ce qui est propre à face défense et urban combative, c'est des simulations d'agression qui sont faites dans une ambiance le plus stressante possible, où on va se rapprocher. On se rapproche de la réalité. Ça ne sera jamais la réalité, mais on s'en rapproche. Et ce qui est intéressant, quand on connaît le fonctionnement du cerveau humain, c'est que si on crée une situation émotionnelle, donc même si c'est une simulation, le cerveau en fait ne fait pas la différence. Donc si c'est bien appris, si les choses sont crédibles et que c'est bien fait, et ça demande vraiment une grande maîtrise de la part de l'instructeur, en fait on vient conditionner la réponse chez la personne. On vient un peu modeler le cerveau complètement pour que entre la situation qui est quand même de l'entraînement, mais en situation de stress, la personne, si elle se retrouve dans une vraie situation, son cerveau comprenne que c'est la même chose et donc puisse réagir de la même manière. C'est exactement ça. En fait, c'est le même phénomène qu'avec une expérience négative. Voilà, je prends l'exemple d'une femme qui aurait été traumatisée par une agression sexuelle, un viol, et qui après donc, suit une psychothérapie. Donc pour m'être entretenu avec un psychologue en victimologie et psychotraumatologie, même si elle suit une psychothérapie, malheureusement, si elle se retrouve dans une situation similaire dans le futur, elle aura tendance à reproduire malheureusement le mauvais comportement qui fait qu'elle n'a pas pu empêcher du coup le crime. En fait c'est exactement la même chose que je fais, je fais vivre une expérience émotionnelle mais positive. Voilà. Et donc ça reste dans le cerveau et donc on n'est pas du tout dans le phénomène de répéter de façon rationnelle une technique des milliers de fois pour la ressortir de façon, de façon logique et intellectualisée. Non, voilà, on est vraiment dans des choses
très instinctive, très primaire. Voilà, c'est important de s'intéresser aux effets du stress sur le corps humain. Qu'est-ce qui va se passer si là je viens de façon très agressive et que tu sens un danger et que tu as peur pour ta vie, tu risques de paniquer, tu vas plus voir sur les côtés, tu vas perdre du coup ta vision périphérique, tu entendras plus trop ce qui se passe, tes membres vont trembler parce que ton sang ne va plus que dans les organes vitaux et dans les gros muscles qui vont te permettre de fuir et combattre. Et donc tu vas perdre ta motricité fine. À ce moment-là, sortir ton téléphone et composer le 17, ça va être compliqué. Donc c'est sûr que quand on voit certaines techniques qui visent à aller chercher des points précis avec le doigt ou quoi, ça c'est sûr que sous stress ça ne marchera pas. Donc il ne faut fonctionner que sur la motricité lourde. Et en fait, ce phénomène donc, physiologique, donc c'est l'adrénaline qui va te donner un effet de boost pour courir plus vite, pour frapper plus fort, mais sur des gestes très simples, très primitifs. Des êtres humains qui se battent, ça ressemble plus à des gorilles qu'à des ninjas. Donc si l'entraînement de self-défense ressemble à des mouvements de ninja, c'est que c'est du fake. Il faut rester sur des choses assez simples. Complètement. Pour justement pouvoir, d'une certaine manière, apprendre aux gens à les répéter, très peu de choses et des choses simples. C'est ça. Pour que ce soit efficace et que ça puisse être reproduit en conditions réelles. Sous stress, il n'y a que les choses simples qui marcheront. Très bien. Donc c'est très important. Et c'est comme ça, pour moi, qu'un pratiquant qui veut apprendre à se défendre doit choisir son club et son prof. Dès le premier cours, si on lui montre des mouvements qui lui paraissent déjà trop compliqués et qui n'arrive pas à reproduire, ça ne marchera pas en fait en situation réelle. Et si on lui dit qu'il faut qu'il pratique ça pendant 3 ans, ouais, mais le problème c'est que l'agression elle peut venir demain, elle peut venir dans 3 semaines. Moi quand je fais un cours ou un stage, j'apprends très peu de choses, mais le peu qu'on a vu, je veux que la personne quand elle quitte l'entraînement, elle soit opérationnelle sur ce qu'on a vu. Comment ça s'est passé toi? Quel a été ton cheminement qui aujourd'hui te permet de pouvoir l'apprendre à d'autres? Alors, je donne des cours depuis que j'ai 16 ans. En gros, voilà, donc à 16 ans, j'assistais déjà à mon professeur de taekwondo. Et donc j'étais ceinture noire à 17 ans. À 16 ou 17 ans de taekwondo. J'ai passé mon brevet d'état d'éducateur sportif de taekwondo en 2008 au Krebs de Toulouse. Du coup, j'ai fait l'école des sous-officiers de l'armée de terre. Voilà. Donc bref, moi je suis dans la transmission et c'est vraiment donc, mon truc de transmettre. Je pense être bon là-dedans. C'est en tout cas les retours que j'ai sur les questionnaires anonymes que je donne à chaque fin de stage. Quand j'ai quitté l'armée, donc 5 ans, au cours desquels j'ai donné des cours, j'ai transmis là encore. J'ai passé un brevet professionnel en musculation. Voilà, donc j'ai une carte professionnelle qui m'autorise à exercer pour ces 2 activités. Et donc je me suis formé, donc j'ai dit tout à l'heure, donc sur des concepts étrangers, américains et anglais. Parce que justement les cours que je voyais en France, pour moi ça me... Alors oui d'accord, les profs avaient tous les diplômes et les académies et les trucs très connus, mais pour moi ça sonnait faux justement, donc ça fait écho à la question. Ça manquait peut-être un peu de réalisme pour toi, ça manquait d'adaptation on va dire à parfois des novices. Oui, c'est juste que du coup, moi-même, donc, pour avoir vécu de telles situations où je me suis rendu compte que le taekwondo n'était pas de grande utilité en fait. Donc c'est pour ça que je fais vraiment cette distinction entre les arts martiaux, les sports de combat, qui sont de très belles disciplines que j'incite tout le monde à s'y tester. C'est une belle expérience. Et donc d'être compétiteur aussi, voilà, on apprend sur soi-même, on se confronte aussi à un certain stress, on développe les qualités physiques, on forge aussi son mental, mais ça ne sera pas adapté pour répondre efficacement à une situation de violence de rue. Il y a trop de paramètres qui diffèrent. Moi, sur ma finale du coup, des championnats du monde de taekwondo au Vietnam, j'avais du stress. Le stress parce que je voulais faire gagner mon pays. Au final, j'ai échoué à 1 point. Mais voilà, donc il y avait du stress. Je pouvais prendre un KO. Mais bon, il y avait les médecins autour. Il y avait mon père qui a fait le déplacement, qui m'encourageait. Donc il y avait mon équipe qui m'encourageait. J'avais envie d'être là. Mon partenaire était dans... Enfin oui, mon partenaire, mon adversaire était donc du même poids que moi. Il n'était pas armé, il était seul. Il n'aurait pas pu me piétiner la tête au sol. Le sol était du tatami. Voilà. Il y a des coups interdits. Il y a des règles. Voilà. Et ça, ce sont des paramètres qui sont trop différents en fait dans la rue. Et le problème, c'est que quand on se conditionne pendant des années à s'entraîner, à ne traiter qu'un seul adversaire qui n'a pas d'armes, avec un temps de combat,
en fait, on reproduira ce qu'on a appris. Et le problème, c'est que le contexte d'une agression de rue, c'est bien qu'on dresse ça, c'est bien qu'on plante ce décor. L'agression de rue, c'est quoi? C'est une embuscade ou une interview. C'est-à-dire que, ou bien alors je peux te surprendre parce que tu es sur ton téléphone, je te frappe et c'est terminé, ou bien ça va commencer par une accroche. Donc t'as pas une clope, est-ce que t'as pas l'heure? Voilà, on a tous entendu ce genre de phrases, d'approches qui permettent à l'agresseur de casser la distance. Le contexte d'une agression de rue, c'est que ça va se passer très proche. Ça va se passer alors que tu n'en as pas envie. Le mec est probablement armé, il a probablement ses potes, et l'environnement lui est favorable, et t'es défavorable. C'est ça le contexte d'une agression de rue. Donc très différent du contexte d'une cage, d'un tatami. Il n'y a pas de règles. Le sol aussi est des fois plus dur, donc parce que des fois c'est vrai qu'on peut voir certaines choses au sol, etc. C'est spectaculaire. À reproduire sur le bitume, j'aimerais bien. Je pense que ça se passerait assez différemment. Mais moi aussi, il y a autre chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est le profil des personnes qui participent à ces stages. Est-ce que il y a un âge minimum? C'est vrai que voilà, c'est quelque chose que je me suis demandé. Est-ce que tu prends des personnes à partir d'un certain âge, jusqu'à un certain âge, quelles que soient leurs conditions physiques, s'ils ont, je sais pas, un handicap ou quoi que ce soit. Voilà, est-ce qu'il y a des critères? Est-ce que tu les traites de la même manière quel qu'il soit, ou alors justement tu t'adaptes, qu'est-ce que tu fais, voilà. Comment ça se passe vis-à-vis du profil de la personne que tu reçois en ton stage, ou que tu ne reçois pas parce que tu n'acceptes pas, peut-être, je ne sais pas. Ok. Alors, il y a des stages enfants entre 6 et 12 ans, où là c'est vraiment des modules propres pour répondre aux questions du harcèlement scolaire et du risque d'enlèvement. Voilà. Donc on peut travailler sur ça dès cet âge-là, donc c'est important. Malheureusement, hein, voilà, on sait que le harcèlement scolaire est une problématique de société qui prend de l'ampleur avec des enfants qui tombent en dépression, qui quittent le système scolaire, voire qui se suicident. Donc voilà, Phase Défense propose une solution concrète par rapport à ça, un programme qui dure 2 heures où voilà, on donne des solutions non violentes dans le cadre bien sûr de la réponse au harcèlement scolaire, mais qui vont permettre à l'enfant de s'affirmer, de s'imposer, de se faire respecter. Et par rapport au risque d'enlèvement, c'est juste reproduire les consignes des mamans qui sont de ne pas partir avec un inconnu qu'ils ne connaissent pas, sauf que le dire c'est bien, mais moi je leur fais faire. Je crée une situation où il va falloir qu'ils crient, qu'ils alertent, voir si jamais je les agrippe, qu'ils me frappent. Et qui me frappent là où ça peut faire mouche alors qu'ils ont une force d'enfant. Voilà du coup pour le public jeune. Ensuite les ados et les adultes... On s'adapte à l'âge déjà. Oui, on s'adapte à l'âge, c'est important. Ensuite les ados adultes, là pour le coup de la même manière, voilà, les stages sont mixtes. Voilà, et donc n'importe qui, n'importe quel profil doit pouvoir en tirer quelque chose. Quelqu'un qui est déjà sportif, quelqu'un qui a une expérience martiale ou quelqu'un qui est complètement novice. D'ailleurs, je rebondis juste donc, sur les arts martiaux, les sports de combat. Évidemment que un bon boxeur aura un avantage considérable par rapport à un non-pratiquant parce qu'il sait frapper. Voilà. Donc c'est sûr que si moi, il y a un boxeur qui vient me voir qui me dit écoute, j'ai envie de compléter ma formation, je voudrais vraiment l'axer vraiment spécialement pour avoir un maximum de chances de survie en cas d'agression, c'est sûr que ça va être plus facile et que je vais travailler avec lui en fonction de ses qualités physiques et de ses points forts. Et voilà, et donc c'est sûr que si je compare ce profil à quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de combat de sa vie, là je vais devoir lui apprendre à frapper. Donc ce que le boxeur a appris en club, dans son club, moi je vais devoir aussi apprendre ça aux novices. Une certaine base, évidemment. C'est sûr. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on ne peut pas faire autrement, le meilleur moyen d'y mettre un terme, c'est de frapper très fort. Donc si on sait frapper très fort, qu'on l'ait appris dans le cadre des sports de combat ou de la self-défense, c'est la meilleure façon de terminer un affrontement, d'éviter tout simplement donc d'éviter de soi-même finir à l'hôpital ou à la morgue. Voilà. Mais justement, comment ça se passe aussi bien juridiquement que même pour toi dans tes cours, voilà, de te dire il faut frapper, mais donc avant que l'autre potentiellement frappe. Même si on sait que l'autre a l'intention de le faire, voilà, où se situe un peu la légitime défense? Est-ce que c'est la légitime défense? Par exemple, quelqu'un va vous agresser, mais avant qu'il ait porté un coup, tu lui mets un coup de poing. Est-ce que ça, par exemple, c'est des choses qui pour toi sont bien? Est-ce que même c'est légal? Est-ce que on pourrait peut-être s'en foutre du légal dans le sens où vaut mieux sauver sa vie et avoir tort que d'avoir raison et d'être mort? Comment tu te positionnes toi vis-à-vis de cette situation?
En effet, c'est très pertinent et moi j'aborde du coup dans ma préparation autant l'aspect pré-conflit, ce qui se passe avant pour l'éviter, le conflit en lui-même, qu'il soit verbal ou physique, et le post-conflit. Voilà. Et c'est pour ça que je dis souvent que la pire chose qu'on puisse avoir à faire, c'est utiliser la force. Mais il faut quand même le faire plutôt que mourir. Mais voilà, c'est sûr qu'il y aura des conséquences. Mais si on a tout fait pour éviter d'avoir à utiliser la force et qu'on y est contraint, il faut le faire sans se poser de questions. Je ne suis pas juriste, cela dit, je me suis beaucoup intéressé à ce sujet. Voilà, donc en ayant travaillé dans l'armée et aussi dans la sécurité privée, voilà, j'ai eu aussi à me former sur ces thématiques. Donc, et je pense que tout prof de salle de défense crédible doit en effet avoir des notions et en informer ses pratiquants. Il n'est pas dit dans les textes de loi qu'on n'a pas le droit de frapper le premier ou alors qu'il faut frapper le premier. Non, ça va être surtout une question d'interprétation des juges qui vont faire référence à la jurisprudence, mais dans le texte de loi originel, donc les articles 122-5, 6 et 7 du Code pénal, voilà, ça n'est pas mentionné. En revanche, il y a l'état de nécessité. Donc c'est un contexte. Si la menace est réelle, qu'elle est injustifiée et qu'elle est imminente, je peux en effet utiliser la force pour... Dès la menace, avant qu'il y ait coup, d'une certaine manière. Oui, parce que le problème, c'est que si on attend de prendre le coup, si le coup est bien mis, c'est terminé. Donc, souvent, les gens ont la vision d'un peu des films où ça s'échange 4-5 coups, il y a des esquives, il y a des coups, de nouveau des coups. La plupart des bagarres, on va dire des vraies bagarres de rue, des agressions, un coup, un chaos, d'une certaine manière. C'est souvent celui qui prend l'initiative. Ouais. C'est ça. C'est souvent du coup celui qui prend l'initiative qui s'en sort. Autant être celui qui prend l'initiative. Alors, il faut pas le faire n'importe comment. Évidemment, il y aura des indices, des signes précurseurs qui vont mettre la puce à l'oreille que la personne en face a l'intention de te frapper. Voilà. Donc encore une fois, si on suit le plan d'action qui est j'évite les problèmes, donc j'essaie de partir, le gars m'empêche de partir, après je veux le dissuader avec mon corps, avec mes mains, avec ma voix, et qu'il insiste encore, qu'il veut casser cette barrière qui l'empêche de rentrer dans ma distance intime, qu'il continue d'être menaçant, qu'on est dos au mur et qu'on ne peut pas partir, je veux dire l'intention elle est claire. Le problème c'est que pour être sûr à 100% qu'il s'agit d'une agression physique, il faudrait attendre que le poing traverse le visage. Et ça c'est impossible. Et ceux qui, je suis désolé de le dire, mais ceux qui pensent qu'en drillant des parades et des contres, qui pensent voir venir le coup et qui vont l'anticiper et le bloquer, on n'est tout simplement pas câblé, neurologiquement parlant, pour être aussi rapide. Donc à une distance rapprochée, c'est pas possible. Donc oui, c'est d'ailleurs l'essentiel de mon travail. Quand on est au stade où on va utiliser la force, c'est surtout s'entraîner à frapper le premier. Demain, voilà, il y a une grand-mère, elle a 80 ans et elle dit voilà, moi en bas de chez moi, des fois ça craint un peu, j'ai peur et j'aimerais pouvoir faire en sorte de réagir. Qu'est-ce que toi tu lui réponds? Qu'est-ce que tu fais concrètement dans ton cours pour répondre à ses attentes? Je vais commencer à répondre à cette question en parlant de la pyramide vitale qu'il est important d'avoir en tête. Le plus important, c'est l'état mental dans lequel on est. Dans quel état d'esprit on est. Est-ce qu'on se considère comme une victime, comme un faible, ou bien est-ce qu'on a suffisamment d'amour pour soi-même, pour ses proches et pour la vie, pour se battre jusqu'au bout, pour continuer à vivre. Voilà, donc ça c'est vraiment le plus important. Ensuite, il y a les tactiques qu'on a. Donc la tactique, c'est le plan d'action. Qu'est-ce que je fais si j'ai un problème? Qu'est-ce que je fais si je vois un mec de loin qui craint sur mon chemin? Le fait de réfléchir à tout ça avant et d'avoir un plan d'action, de dire ok, j'évite les problèmes, donc je me décale, je pars, que ce soit en courant ou pas. Voilà, donc ça c'est la première chose à faire. Observer pour pouvoir éviter les problèmes. Si ça ne marche pas, j'en viens à communiquer, j'en viens à me déplacer, toujours pareil, dans le but de pouvoir fuir. Si ça ne marche toujours pas, je dois prendre l'initiative, que ce soit en frappant, mais pas que. On peut aussi dissuader,
On peut aussi donc dissuader l'agresseur en criant, on peut le repousser et partir en courant. Voilà, donc ça c'est vraiment les tactiques qu'on aura en place. Ensuite viendront les capacités physiques et techniques. Et on terminera ensuite par le kit. Le kit c'est, donc est-ce que j'ai une bombe lacrymo, est-ce que j'ai un objet pour me défendre, voilà. Donc pourquoi je dis ça? Parce que ça répond donc en partie à la question. C'est que oui, évidemment que si on est en bonne forme physique et qu'on a la capacité de partir en courant, déjà on peut éviter l'agression. Ce qui sera probablement pas le cas de la mamie de 80 ans. Donc, et ensuite c'est pareil, voilà. Donc sa capacité à suivre un entraînement physique, à s'entraîner à prendre des coups, parce qu'il faut le faire, et moi je le fais. Je le fais faire à mes pratiquants. Voilà, et donc et le fait de l'entraîner à frapper fort, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc oui, il y a des savoirs fondamentaux qui déjà, si elles les appliquent, peuvent limiter les problèmes. Ensuite, voilà, quelqu'un de vulnérable aura tout intérêt à s'entourer un maximum dans ses déplacements plutôt sensibles, ce qui est normalement le rôle de la famille, des amis. Voilà, on protège les plus faibles, on protège les enfants, on protège les personnes âgées. Voilà, parce que c'est sûr que le prédateur, lui, va préférer s'en prendre à quelqu'un qui est plus faible. C'est d'ailleurs important aussi, donc ça c'est un savoir fondamental. Hein. Quel est le profil idéal d'une proie facile en fait? C'est quelqu'un qui est dans sa bulle, qui est déconnecté, qui n'entend pas ce qui se passe, qui ne voit pas ce qui se passe, qui n'est pas à l'écoute, qui a ses écouteurs, par exemple. C'est quelqu'un qui paraît faible, pas dit qu'il est forcément faible. Juste par rapport aux écouteurs, souvent on voit justement que, pour parler à des amis fiers à moi, etc., que c'est même justement une arme qu'elles utilisent pour empêcher de se faire embêter dans la rue, de se faire siffler, etc., pour pas entendre, pour pas que les mecs viennent l'aborder lourdement et tout ça. Et est-ce qu'au final, du coup, c'est bien d'avoir des écouteurs quand on n'est pas en de fille pour empêcher ça? Ou est-ce que justement c'est mauvais parce qu'on va pas avoir conscience de notre environnement? Voilà, c'est vrai qu'il y a un peu les deux. Elles mettent des écouteurs en pensant se protéger, et au final, là, avant plat, tu me dis tout de suite que ça justement, ça fait de toi une proie facile. Je connais cette théorie. Où est la vérité? Et en effet, c'est simple. Alors, il faut arriver à se mettre du coup dans la tête de quelqu'un de mal intentionné, ce qui n'est pas évident, mais si on essaie vraiment de se mettre dans la tête d'un prédateur et de se dire qui c'est que j'agresserai, en fait on va chercher la facilité. Il faut que ça demande le moins d'efforts, le moins de risques possible pour un maximum de bénéfices, tout simplement. Donc quelqu'un qui n'entend pas ou qui, on pourrait penser qu'il n'entend pas parce qu'il a des écouteurs, c'est une proie plus facile. Voilà. Donc c'est simple, un mec costaud qui aurait potentiellement le répondant physique en cas d'approche, s'il ne m'entend pas venir et que j'y mets une grosse manchette dans sa nuque, le problème est réglé. Voilà. Donc mon premier conseil, c'est d'être alerte. Les 5 sens en éveil, c'est très important. Voilà. Et donc oui, donc c'est en effet le profil, voilà, la proie idéale, c'est quelqu'un qui est dans sa bulle, quelqu'un qui paraît faible, quelqu'un qui regarde par terre, qui a les épaules rentrées, qui montre sa peur. Et quelqu'un qui est seul, évidemment. Si on combine ces 3 critères, on est la proie idéale. Voilà. Donc le mieux, c'est d'être à l'écoute, d'être attentif, sans être parano, d'être sûr de soi, d'être déterminé, et si possible d'être en groupe, mais ça pour le coup c'est pas facile. Mais si déjà on est seul, qu'on est confiant et qu'on est alerte, on peut éviter la plupart des problèmes. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas une des grandes différences entre les arts martiaux, où on va dire voilà, le combat a des règles dans un ring, etc., et justement le self-défense, c'est toute cette partie pré-agression qui peut être fait à n'importe quel âge, quelle que soit voilà, notre situation, qui est justement la grande différence. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est totalement absent des arts martiaux, parce que dans un art martial, il n'y a pas de pré-conflit, parce qu'on est sur un tatami, on va se battre, le combat commence. Et donc est-ce que justement c'est pas sur ce pré-conflit-là que le self-défense fait une grosse différence avec les arts martiaux pour justement empêcher de se faire agresser, ou en tout cas réduire le risque? Ben oui, mais pas que. Il y aura le pré-conflit, le post-conflit, comme on a dit, un travail sous stress intense qui n'est pas le stress
le stress du coup des tatamis, et ensuite une préparation physique et technique particulière qui change. C'est-à-dire que le boxeur a l'habitude de se mettre en garde et de frapper le poing fermé. Typiquement, dans la rue, si tu te mets en garde, tu envoies un signal à ton agresseur que tu vas utiliser la force. Donc ça va te desservir. Selon moi, si tu frappes le poing fermé, tu vas t'exploser les phalanges, même si tu sais frapper. C'est pas pour rien que les boxeurs sont protégés. Ah ouais, vraiment d'ailleurs, tu conseilles pas de frapper poing fermé, Main ouverte. mais plutôt main ouverte, parce que comme une claque plutôt. Ou comme une claque, ou bien alors parce que si là je viens, je peux tout simplement te mettre les doigts dans les yeux. Okay. Donc là ça veut dire qu'une femme justement qui a moins de force, un doigt dans l'œil ça fait mal. Si elle le fait en criant, en étant déterminée et en avançant sur toi avec la ferme intention de te rentrer les doigts dans les yeux, à défaut de te mettre KO avec la paume qui te fait bouger la mâchoire et donc bouger le cerveau, au moins elle aura créé de la douleur, elle t'aura pris la vision, ce qui pourra lui donner le temps de fuir. Est-ce que toi tu penses pas que malgré tout, même quand on fait un peu de self-défense, ça peut être intéressant d'avoir aussi un sport de combat d'art martial, comme toi tu as fait du taekwondo? Tout dépend le but qu'on recherche en fait. Voilà. Tout dépend du profil de la personne. Un jeune de 16 ans qui a le temps, qui a tous ses soirs de libre et tous ses week-ends, il peut très bien se mettre aux arts martiaux et au sport de combat, en plus de chercher d'apprendre à se défendre. En fait, voilà. C'est vrai que moi, j'ai souvent le profil de pères de famille qui travaillent, qui sont chefs d'entreprise, qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas beaucoup le temps. Et eux, ils viennent avec une demande particulière. Ils voient quand même la situation qui se dégrade avec avec l'insécurité qui augmente, le nombre d'agressions, etc. Et qui se disent, je veux être capable de me protéger et de protéger ma famille. Et donc ils n'ont pas beaucoup de temps, en fait, ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à ça. Et ça tombe bien parce que moi j'ai une solution, des solutions toutes simples, parce que comme c'est simple, ça va s'apprendre rapidement si c'est bien fait, si c'est fait de façon intense et qu'on y met le stress qu'il faut, voilà, pour rendre du coup un lambda opérationnel avec le temps qu'il a pour faire face donc à une agression. Et donc je rebondis là sur ce que tu disais, c'est sûr que lors d'un combat taekwondo, quand je saluais et que je commençais, la fuite n'était pas une option. Voilà. En même temps, j'avais choisi d'être là, c'est la différence. J'avais choisi d'être là. J'ai une question parce que tu dis opérationnel, je peux rendre quelqu'un opérationnel. Quand on sait l'exigence que requiert, on va dire, un combat de rue, par sa difficulté, par sa rudesse, par parfois, on va dire, voilà, des handicaps comme plusieurs personnes, une personne qui arrive de dos, etc. Voilà, on en a un peu parlé. Le rendre opérationnel, est-ce que c'est pas un peu illusoire de penser que quelqu'un qui ne s'est jamais battu, qui n'en a jamais pris une, qui n'est pas particulièrement musclé ou prêt physiquement, qui fait pas de sport de combat, qui n'en a jamais fait, le rendre opérationnel, est-ce que c'est pas un peu l'illusionner et lui faire croire qu'il pourra répondre à une situation alors que quand il va être face à la situation là, il va être en grande difficulté. Ou alors est-ce qu'il y a déjà eu même des fois des cas qui sont arrivés de personnes que tu as formées et ils te disent qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu pas mal de retours sur l'expérience. En 10 ans, j'ai formé pratiquement 2000 personnes sur des stages courts et intenses. Et le meilleur exemple que je puisse te donner pour répondre à ta question, c'est Henri, le héros au sac à dos d'Annecy, donc lors de l'attaque terroriste horrible du terroriste qui plantait des bébés dans des poussettes. Henri a suivi un de mes stages pendant 2 ou 3 heures il y a 2-3 ans. Voilà. Et apparemment, Henri a bien su réagir. J'ai pu échanger avec lui après coup, il m'a confié que ça l'avait aidé. Donc c'est le meilleur exemple. J'en ai d'autres, et en effet, après un stage de 3 heures, une fille d'1m60, 50 kg, quelques mois après le stage, qui allait se faire racketter, au moins racketter, par 2 gars d'1m90, 100 kg dans le tunnel aux Arènes à Toulouse. Tout le monde connaît, c'est un coin qui craint un peu. Juste en criant, en utilisant la posture qu'on a travaillée en stage, les gars ont bugué et ils sont partis. Okay. Et, évidemment, s'il y avait eu un affrontement physique entre ce petit gabarit et ces 2 gars, ça aurait été compliqué, évidemment. Mais là, on voit que du coup, une simple préparation de 3 heures où juste on apprend à montrer les crocs, à vraiment se dire je mets mon cerveau sur off et je vais être plus fou que toi. En fait, on le voit dans le règne animal. Le petit Yorkshire qui aboie plus fort que le Rottweiler ne l'attaque pas. C'est psychologique. Il y a tout un aspect psychologique, c'est vrai, qui est
énormément travaillé sur le self-défense. Et d'une certaine manière, pour un peu résumer, j'ai l'impression que on ne fait pas croire à un novice qui va devenir Bruce Lee en 3 heures, mais au moins, il sera dans une situation bien meilleure qu'avant ces 3 heures pour répondre à une agression, pour l'empêcher, pour fuir, même s'il n'a pas forcément le gabarit. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que le but, moi, en 3 heures, là, sur un stage de base de 3 heures, pour moi, c'est vraiment débloquer la personne sur sa capacité à crier, à intimider. Et les gens ont beaucoup de mal à crier. Voilà, on est conditionné, on dit que les émotions, il faut qu'on les garde pour soi. Ça ne se fait pas comme ça de crier. On prend les gens pour des fous. Moi, je leur dis, si c'est pour sauver votre peau, oui, vous allez crier. Et ça peut vous empêcher de vous faire violer. Ça peut vous empêcher de finir à l'hôpital ou à la morgue. Et le nombre de retours sur l'expérience que j'ai eu par rapport à ça, oui, le cri, du coup, cette expression de résistance et d'intimidation fait le travail dans la majorité des cas. Dans la majorité des cas, ça suffira. Évidemment, moi, je pousse le stage au-delà de ça. C'est-à-dire que dans mes simulations, je suis équipé de telle sorte à ce que les stagiaires puissent me frapper à 100%. Et je ne tomberai par terre que lorsqu'ils m'auront frappé vraiment à 100%. Tout ça est filmé et débriefé. Voilà, et donc ils peuvent me frapper dans la tête et dans les parties génitales. Et je les pousse, je les prépare à ce qu'ils doivent frapper plus et encore plus fort que ce qu'il y aurait à faire. À quel point les situations sont réelles, à quel point, après on va faire une petite démonstration un peu pour voir comment ça se passe concrètement, mais à quel point ils frappent réellement, à quel point ils donnent tout ce qu'ils ont. C'est vrai que des fois, dans certains arts martiaux, dans certaines pratiques, on voit que les coups sont pas forcément portés, que c'est très compliqué, que même dans des sparring, les mecs sont à 50, 60, 70% de leur force dans les coups portés. Comment on fait face à quelqu'un avec qui derrière on va boire un café pour en fait lui en mettre une comme si c'était notre vie qui était en jeu? Est-ce que comment ce côté psychologique-là est abordé pour vraiment qu'il y ait un truc? Là aussi, je te donne un exemple. Lors des stages, je fais aussi des simulations d'agression verbale. Il m'est déjà arrivé de faire pleurer des nanas quand je les agressais verbalement. J'ai jamais fait de théâtre, mais je fais ça depuis 10 ans et apparemment, je joue bien l'agresseur. Donc j'arrive à générer chez elles vraiment de la peur. De la peur, de l'angoisse, et pour certaines qui auraient vécu des expériences comme ça dans le passé, ça les rappelle. Donc oui, j'arrive à faire appel aux émotions. Et donc de là, si cette émotion est créée et qu'elle reproduise, que les stagiaires reproduisent ce qu'ils ont appris, que ce soit les solutions non physiques, j'ai envie de dire, ou les solutions physiques et violentes, voilà, ça marchera. Ça marchera parce que la simulation physique sous stress, selon ta condition physique, je vais te faire courir, je vais te faire pomper, je vais te faire tourner sur toi-même. Donc je vais créer une fatigue, de la désorientation, tu vas commencer les yeux fermés. Donc tu sais pas ce qui arrive. Tu sais juste que moi, que je t'ai menacé de mort juste avant de toutes mes forces et que je t'ai fait trembler, et que là, je vais faire la même chose en te frappant, en fait. Donc c'est quand même angoissant, mine de rien. Et donc ça marche, moi je le vois dans le visage. Je le vois dans le visage et dans le regard des stagiaires qui eux-mêmes, quand après se voient en vidéo, sont surpris de ce qu'ils sont capables de faire, sont surpris de pouvoir mettre le cerveau sur off et redevenir primitif. Redevenir un petit peu, c'est ça, cet homme à l'état de nature qui n'a plus la société pour le protéger et qui doit être prêt à tout vraiment pour survivre. Voilà, c'est ça en fait que je viens réveiller, qu'on a tous en nous en fait dans notre patrimoine génétique. Alors chez certains c'est plus facile que chez d'autres à le réveiller, mais voilà, je veux réveiller un peu cet instinct primaire qui en fait fondamentalement, voilà, est-ce que tu as besoin de beaucoup d'entraînement technique pour choper une pierre et m'éclater la tête avec? Non, le plus dur pour faire ça, c'est le côté psychologique. Est-ce que tu vas prendre une pierre pour m'éclater le cerveau? Donc si, à part si tu es dérangé psychologiquement et si tu es un psychopathe, tu n'auras aucun problème à faire ça. Mais un individu sain d'esprit aura un blocage, aura une répulsion naturelle à mutiler un autre être humain. Et c'est ça. On n'est pas programmé nous pour s'entretuer. Comme les lions. Quand on voit du coup donc, des reportages voilà, donc dans la savane, un lion qui veut prendre le territoire de l'autre lion, donc l'enjeu est de taille, hein, parce que s'il lui prend son territoire, il va bouffer ses petits, et le lion qui a perdu doit
doit du coup quitter son territoire. On pourrait se dire, vu l'enjeu, il va se battre jusqu'à la mort. Mais non, il ne se bat pas jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que sinon, ça conduirait à l'extinction de l'espèce. C'est une sorte de combat rituel. Comme nous, maintenant, ces combats rituels, encadrés dans une cage, dans un ring, voilà. T'imagines, donc si jamais à chaque fois il y avait un mort, voilà, c'est pas possible. Voilà, donc évidemment, on a cette répulsion et moi, je la fais sauter. J'arrive à la faire sauter pour des individus sains, la faire sauter juste au moment où ils en ont besoin. Voilà, qu'ils soient capables de mettre le cerveau sur off l'espace du temps qu'il faut pour pas finir à la morgue en fait. Voilà, c'est ça. Parce que là-dedans, c'est vrai qu'il y a une question qui se pose autour du rapport à la violence, qui aujourd'hui est très absente de notre société, à part justement dans ces situations d'agression qui augmentent de plus en plus, mais la violence, alors qu'avant elle était très très présente dans la société française, occidentale, et elle est encore très présente dans le monde entier, dans le reste du monde, elle est très absente. C'est vrai que la plupart des gens de 20-30 ans ne sont jamais battus, ne font pas d'art martial, n'ont jamais eu de situation vraiment violente dans leur vie. Est-ce que justement, tu penses que la violence est mauvaise, qu'elle est bonne, ou alors qu'il faut apprendre à la domestiquer? À la domestiquer pour faire qu'au final, les gentils puissent non pas être des moutons, mais des chiens de berger. C'est exactement ça. Pour moi, la violence, c'est pas une notion de bien ou de mal, c'est une question de nécessité. Et donc, ça sera toute la différence entre la barbarie et la civilisation. La civilisation, de façon générale, c'est forgé parfois dans la violence. Voilà. Donc, c'est la différence. Est-ce qu'un individu qui est capable d'être violent sera forcément mauvais et utilisera forcément cette violence au mauvais moment? Pas forcément, c'est la notion de responsabilisation. C'est la notion de responsabilité, et moi je crois beaucoup en la responsabilité. Voilà, donc de la même façon que si une arme, une personne saine d'esprit ou une personne mal intentionnée n'aura pas la même utilisation d'une arme. Là c'est pareil, donc avec la capacité à être violent. Voilà. Et à un moment donné, même si on est dans un état où on paye des impôts pour que l'État assure notre sécurité, il n'y a pas un policier derrière chaque citoyen, d'ailleurs ça n'est pas souhaitable. Donc si à un moment donné précis, l'État n'est pas là pour protéger le citoyen et qu'il se retrouve contraint d'agir par lui-même pour continuer à vivre sa vie, ce qui est quand même donc respectable, et je pense que ça fera consensus sur le fait de dire oui, donc tout homme a le droit de continuer à vivre, donc même s'il a utilisé la force, voire même la force létale. Voilà, ça c'est au final, c'est pas tellement la violence qui est mauvaise, c'est à quoi elle est employée, contre qui et pour quelle raison. C'est ça, voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup Romain. Nous deux, on va aller donc interroger les gens, voir un peu quelles ont pu être leur expérience vis-à-vis de la sécurité, est-ce qu'ils l'ont déjà vécu, est-ce qu'ils se sentaient prêts. Voilà, c'est des questions un petit peu qu'on se pose tous, pour ensuite après faire une petite démonstration, voir un peu à quoi ça ressemble, pour mieux renseigner les gens qui nous regardent. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Romain. On y va. Merci à toi.